Bonjour, chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie de la moelle spinale. À la fin de cette leçon, vous devrez être capables, mes chers étudiants, de définir la moelle spinale, de décrire la morphologie externe de la moelle spinale de face, de citer les trois parties de la morphologie interne de la moelle spinale visible sur une coupe transversale que vous devrez être capable de dessiner. Citer deux rapports ostéofibreux ventraux de la moelle spinale, de décrire la vascularisation artérielle de la moelle spinale et enfin d'énumérer des moyens d'exploration morphologique de la moelle spinale. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après un chapitre introductif, nous aborderons successivement les généralités, l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation. Avant de conclure, nous parlerons des moyens d'exploration et quelques applications cliniques. Conformément au plan annoncé, commençons par aborder la définition dans le premier sous-chapitre des généralités. La moelle spinale est une masse de tissu nerveux pratiquement cylindrique située dans le canal vertébral. Cette définition, voici la position de la moelle spinale. Ici, nous avons une vue latérale montrant la situation de la moelle spinale. Vous voyez ici la tête, la partie ventrale est là. Donc vous voyez ici un canal qui est formé par le corps vertébraux et le processus épineux. Donc la moelle spinale prend place dans ce canal appelé le canal vertébral. Cette définition suscite un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre des généralités. L'intérêt de l'étude anatomique de la moelle spinale est triple. Tout d'abord, il est physiologique. La moelle spinale joue un rôle important dans la transmission des informations motrices et sensitives. Ensuite, l'intérêt est pathologique. La moelle spinale peut être le siège de plusieurs pathologies. Nous mentionnons entre autres la syringomyélie, la section totale de la moelle spinale, l'hémisection médulaire et la compression médulaire. Enfin, l'intérêt est thérapeutique. La prise en charge de ces pathologies susmentionnées nécessite une connaissance profonde des structures et des fonctions de la moelle spinale. Afin de faciliter la compréhension de la leçon, faisons un rappel embryologique dans le troisième sous-chapitre des généralités, dénommé rappel embryologique. Donc ici, vous voyez une structure schématique du disque tridermique et ses sacs embryonnaires. Pour comprendre l'organogenèse de la moelle spinale, il faudrait se rappeler de cette structure tridermique qui va comporter la cavité amniotique, la cavité vitelline, le cellum extra-embryonnaire. Ces trois cavités sont bordées par les trois groupes de tissus fondamentaux qui en fait vont former les trois couches de cellules, l'ectoblaste, l'entoblaste et le mésoblaste. C'est l'ectoblaste qui va donner l'origine de l'ensemble des structures appartenant au système nerveux. Donc cette embryogénèse se continue par l'induction de la plaque neurale par un phénomène qu'on appelle le phénomène d'induction de la plaque neurale. Donc ici, la plaque neurale se forme avec l'ectoblaste ici, et cette plaque neurale va se creuser à partir de son milieu afin de former une gouttière appelée la gouttière neurale. Donc la gouttière neurale aboutit au stade de tube neural par le rapprochement de ces deux lèvres.
avec l'apparition d'un dérivé spécial qui est la crête neurale et l'ectoblaste en surface. Ce tube neural, par division successive, va aboutir à la formation de 3 vésicules en vue latérale que vous voyez ici, avec le prosencéphale, le mésencéphale, le rhombencéphale. Donc cette division va porter sur la partie rostrale du tube neural. La partie caudale ne va pas subir cette segmentation. Ensuite, par division du prosencéphale et du mésencéphale, on aboutit au stade des 5 vésicules. Ainsi, le prosencéphale va donner le télencéphale et le diencéphale. Le rhombencéphale se divise pour donner le métencéphale et le myélencéphale. Vous aurez remarqué que le mésencéphale ne se différencie pas. Donc du coup, on aura 5 vésicules, avec toujours la partie caudale du tube neural qui ne va pas subir cette segmentation. C'est cette partie caudale qui donnera naissance à la moelle spinale. Ces considérations générales vont nous permettre d'aborder le deuxième chapitre de la leçon dénommée Anatomie descriptive. Nous allons commencer par la morphologie externe. Tout d'abord, l'aspect général. L'aspect général de la moelle spinale peut être apprécié de face et de profil. Ici, nous avons une vue de face de la moelle. Donc, de face, la moelle est rectiligne. Elle présente à décrire 2 intumescences. Ici, l'intumescence cervicale et l'intumescence lombale. On appelle ces intumescences des renflements. Également des renflements, le renflement cervical et le renflement lombal. Donc l'intumescence cervicale que vous voyez ici se situe entre la 3e vertèbre cervicale et la 1re vertèbre thoracique. Donc vous voyez ici la situation de l'intumescence cervicale. Elle est comprise entre la 3e vertèbre cervicale et la 1re vertèbre thoracique. Nous retenons que c'est au niveau de cette intumescence cervicale que prend naissance des racines nerveuses formant l'un des plus grands plexus qui est le plexus brachial. L'intumescence lombale, le deuxième renflement de la moelle que vous voyez ici, je la mets en exergue. Donc l'intumescence lombale se situe entre la 10e vertèbre thoracique et la 1re et 2e vertèbre lombale. Donc c'est ici la situation de l'intumescence lombale. La 10e vertèbre thoracique et la 1re et la 2e vertèbre lombale. C'est au niveau de l'intumescence lombale que prennent naissance les racines qui vont former le plexus lombal et le plexus lombosacral. Entre les 2 intumescences, l'intumescence cervicale et l'intumescence lombale,
La moelle est mince de ce côté-là, entre les deux intumescences. Donc vous avez la moelle ici, qui est comprise entre ces deux intumescences. Cette moelle est mince et constitue ce qu'on appelle la moelle thoracique. Donc cette zone rétrécie correspond en fait à la moelle thoracique. Elle est comprise entre les deux renflements, l'intumescence cervicale et l'intumescence lombale. Cette zone rétrécie se trouve entre la première vertèbre thoracique et la 10e vertèbre thoracique. La moelle se termine par une zone amincie appelée le cône terminal. Donc vous voyez ici la partie inférieure de l'intumescence. Vous avez une zone qui est amincie, qui représente ce qu'on appelle le cône terminal. Donc cette cône terminale ou ce cône terminal, pardon, fait suite du cône terminal le phylum terminale. Ici, vous voyez un aspect effilé qui est le phylum terminale. Donc, le phylum terminale va faire suite au cône terminal. Le phylum terminale va se fixer sur la 2e vertèbre sacrale, au-dessus de l'intumescence cervicale, là, au-dessus de l'intumescence cervicale, voilà. On va la colorier en rouge, l'intumescence cervicale. La moelle va rejoindre la moelle allongée au niveau du foramen magnum. Donc à partir de ce niveau, la moelle spinale rejoint la moelle allongée. Donc la moelle allongée, qui fait partie du tronc cérébral. Donc en outre, ici, quand on regarde cette coupe transversale de la moelle spinale, la partie dorsale est ici, la partie droite est à ce niveau. La moelle va présenter à décrire en avant et au milieu. Vous voyez la partie donc au milieu, en avant et au milieu, la moelle va présenter la fissure, vous voyez, la fissure médiane ventrale, là à ce niveau. Donc cette fissure médiane ventrale se trouve sur la partie antérieure de la moelle et au milieu. Sur le côté, on observe ce qu'on appelle les sillons ventrolatéraux. Ici, on a le sillon ventrolatéral droit et là, le sillon ventrolatéral gauche. En arrière et au milieu, on a un sillon net, mais ce sillon est peu profond. Il s'agit du sillon médian dorsal, donc à ce niveau. Vous avez le sillon médian dorsal qui est net, mais il est peu profond. Sur le côté, au niveau de la face dorsale, nous remarquons également les sillons dorsaux. Ici, nous avons le sillon dorsolatéral droit et là, le sillon dorsolatéral gauche.
Donc, nous retenons que la moelle spinale prolonge la moelle allongée faisant partie du tronc cérébral sans limite précise selon les auteurs. Ensuite, la moelle va cheminer dans le canal vertébral et se terminer au niveau de L1, L2. De profil, ici nous avons la moelle vue de profil. La partie crânienne est ici et la partie ventrale se trouve à ce niveau. Quand on regarde la moelle de profil, elle présente à décrire trois courbures. Nous avons la courbure cervicale, la courbure thoracique et la courbure lombale. La courbure cervicale est encore nommée la lordose cervicale. Cette courbure, elle est concave dorsalement. La courbure thoracique, là, la courbure thoracique est également appelée la kyphose thoracique. Elle est concave ventralement, vers l'avant. Elle est concave vers l'avant. Et puis, nous avons la courbure lombale. Cette courbure lombale, on appelle aussi la lordose lombale. Elle est concave dorsalement, vers l'arrière. Ici, nous avons une coupe transversale de la moelle spinale montrant la formation des racines. La partie dorsale est ici. Et là, nous avons la partie droite. Comment se forment les racines? Nous avons ici une racine dorsale, c'est bien ici la partie dorsale. Donc et là, nous avons la racine ventrale sur cette coupe transversale de la moelle. La racine ventrale naît du sillon ventrolatéral. Donc nous avons vu ce sillon-là, donc du sillon ventrolatéral. Et la racine dorsale prend naissance du sillon dorsolatéral. Cette racine dorsale présente sur son trajet un renflement. Donc ce renflement, on le nomme le ganglion spinal. Donc le ganglion spinal se trouve sur la racine dorsale. Ces deux racines, ventrale et dorsale, se mettent ensemble. Vous voyez, donc la racine ventrale, la racine dorsale et la racine ventrale, ces deux racines s'unissent pour donner naissance au nerf spinal. Donc, sur cette vue antérieure de la moelle, avec la partie crânienne qui est ici et la partie gauche, donc nous voyons la naissance
des racines au niveau de la moelle V de face. Les racines qui naissent au niveau de la moelle cervicale sont horizontales. Vous voyez? Les racines qui naissent au niveau de la moelle thoracique, la partie mince, comprise entre les deux renflements, la moelle thoracique, ces racines sont obliques. Et les racines qui naissent au niveau de la moelle lombale, à ce niveau, les racines qui vont naître au niveau de la moelle lombale et sacrale possèdent un long trajet, comme vous pouvez constater cela. Ce long trajet est vertical. Donc vous voyez que ces racines sont verticales. Elles sont longues et verticales au niveau de la moelle lombale et sacrale. Plus bas, au niveau du cône terminal, rappelez-vous ici, le cône terminal, vous avez les racines vont former ce qu'on appelle la queue de cheval. Vous voyez cette structure-là qui ressemble à la queue d'un cheval au niveau du cône terminal. Ici, nous avons une vue antérieure qui montre la numérotation et la désignation des racines. Concernant la numérotation des racines, les racines cervicales sont désignées par la vertèbre sous-jacente. Par la vertèbre sous-jacente, la première vertèbre cervicale naît entre la base du crâne et la première vertèbre cervicale. Donc ici, vous avez la première racine cervicale qui naît entre la base du crâne et la première vertèbre cervicale. Cela explique pourquoi nous avons 8 paires de nerfs cervicaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La racine naissant entre la 7e vertèbre cervicale et la première vertèbre thoracique, et vous voyez ici, est nommée la racine C8 ou la 8e racine cervicale. Les racines qui naissent au niveau de la moelle thoracique, de la moelle lombale et de la moelle sacrale prennent le nom de la vertèbre sous-jacente. Nous retenons que les racines qui vont naître au niveau de la moelle thoracique, de la moelle lombale et de la moelle sacrale vont prendre le nom de la vertèbre sous-jacente. Ainsi, on distingue 12 paires de racines thoraciques, 5 paires de racines lombales ou lombaires, 5 paires de racines sacrales, une ou deux paires de racines coccygiennes.
Cette morphologie confère à la moelle des dimensions que nous allons aborder dans le deuxième sous-chapitre de l'anatomie descriptive. La moelle mesure comme longueur moyenne 45 cm. Elle a un diamètre de 1 cm et elle pèse environ 35 grammes. Voyons à présent les moyens de fixité de la moelle spinale. La moelle spinale se prolonge en haut par cette structure appartenant au tronc qu'on appelle la moelle allongée. En bas, la moelle spinale va se fixer sur le coccyx par le filum terminale. Donc le filum terminale qui va prolonger la moelle. Ici, c'est le sac dural, là où la moelle s'arrête au niveau, ici, là, au niveau du cône médullaire. Donc, il y a le filum terminale qui va poursuivre la moelle et la fixer sur le coccyx. Latéralement, nous avons des ligaments qu'on appelle les ligaments dentelés. Ces ligaments dentelés vont amarrer la moelle à la dure mère. Cette morphologie externe diffère de la morphologie interne, c'est-à-dire la configuration intérieure. Cette morphologie interne constitue le quatrième sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Donc, pour mieux étudier la morphologie interne de la moelle spinale, nous allons successivement parler des trois parties de la moelle visible sur une coupe transversale, c'est-à-dire la substance grise, la substance blanche et le canal épendymère central. Ici, nous avons une coupe transversale de la moelle. La partie dorsale est orientée vers le haut de l'écran. Nous avons ici la partie ventrale et là, la partie droite. La première partie que nous voyons sur une coupe transversale, c'est la substance grise. Donc la substance grise que vous voyez ici, la substance grise de la moelle constitue une masse qui occupe le centre de la moelle et cette masse épouse la forme de H, vous voyez, ou de X. Donc, nous allons contourer la masse grise de la moelle spinale. Donc cette substance grise occupe le centre sur la coupe transversale. Elle a la forme de la lettre H, là, vous voyez, ou à peu près la lettre H, ou de X, ou encore d'aile de papillon. Donc le centre, ici, on a le canal épendymère. Donc le canal épendymère occupe le centre de cette masse centrale qui est la substance grise. Sur une hémimoelle, c'est-à-dire la moitié de la moelle spinale. Donc ici, nous avons une hémimoelle droite et là, nous avons une hémimoelle gauche.
quand on examine cette hémi-moelle, la substance grise, c'est-à-dire la masse centrale, présente deux cornes. Ici, nous avons la corne ventrale. Nous avons ici la corne ventrale. Voilà. Et la corne dorsale. La corne ventrale occupe la partie ventrale. Donc, d'où son nom, corne ventrale. Donc, corne qui se trouve en avant. Voilà. La corne ventrale, que vous voyez là, occupe la partie ventrale. Cette corne ventrale est épaisse, trapue et n'atteint pas la périphérie médullaire. Donc, vous voyez la substance blanche entre la corne ventrale et la périphérie de la moelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que cette corne ventrale n'atteint pas la périphérie de la moelle. La corne ventrale, toujours ici, la corne ventrale, la partie ventrale de la moelle est subdivisée en deux parties. Nous avons la base de la corne ventrale, cette jonction, et l'apex de la corne ventrale. Donc l'apex, cette partie représente l'apex de la corne ventrale. Et là, nous avons la base de la corne ventrale. Ensuite, nous avons la corne dorsale. Si je cherche le crayon, la corne dorsale. Cette corne dorsale, comme vous pouvez constater, elle est plus fine. Vous voyez, elle est plus fine et atteint la périphérie médullaire, contrairement à la corne ventrale. Cette corne dorsale, vous l'aurez remarqué, est en arrière. Parce que ici, nous avons la partie dorsale. Donc, cette corne dorsale est subdivisée en trois parties. Ici, nous avons l'apex. Pardon. Ici, oui, nous avons l'apex, ici, ou la tête de la corne dorsale. Ensuite, nous avons le col ou l'isthme de la corne dorsale. Et puis, nous avons en trois ici la base de la corne dorsale. Au niveau de l'apex de la corne dorsale, on décrit ici, au niveau de l'apex de la corne dorsale, on décrit la zone marginale de l'isoère. Donc la zone marginale de l'isoère à ce niveau, je vais bien marquer cela ici. La zone marginale de l'isoère
Cette zone constitue la zone d'entrée des racines dorsales. Ensuite, nous avons la zone marginale de Waldeyer. La zone marginale de Waldeyer, là, ici que vous voyez là, et la substance gélatineuse à ce niveau de Rolando. Les deux parties au niveau de la corne dorsale, la partie droite que vous voyez ici, là, et la partie gauche communiquent en avant avec le canal, communique en avant et en arrière du canal épendymère. Ici, quand on prend là, la corne dorsale droite, la corne dorsale droite ici, et la corne dorsale gauche, on remarque que ces deux cornes, corne dorsale droite, corne dorsale gauche, communiquent en avant et en arrière du canal épendymère. Vous voyez cette communication-là au niveau des deux cornes dorsales. Donc ventralement, elle communique par l'intermédiaire de la commissure grise ventrale. Donc ici, vous avez la commissure grise ventrale. Dorsalement, elle communique via la commissure grise dorsale. Donc vous avez ces deux commissures-là. La commissure grise ventrale à ce niveau et la commissure grise dorsale. Je disais, quand on réalise comme ça une section de la moelle à son centre, nous avons la partie droite ici et la partie gauche à ce niveau. Donc ces parties droite et gauche communiquent en avant et en arrière de cet orifice-là qui est le canal épendymère. Donc en avant, les deux parties communiquent par l'intermédiaire de la commissure grise ventrale. Et dorsalement, les deux parties droite et gauche communiquent par l'intermédiaire de la commissure grise dorsale. Donc ce sont ces deux commissure grise dorsale et commissure grise ventrale qui font communiquer les parties droite et gauche de la moelle spinale. Donc après l'étude de la partie centrale de la moelle, appelée la substance grise, nous allons à présent décrire la substance blanche. Donc vous voyez ici, la substance blanche, elle se situe entre la périphérie, là, entre la périphérie de la moelle et la substance grise. Donc tout ce que vous voyez entre la périphérie et la substance grise s'appelle la substance blanche, toute cette partie-là.
donc qui entoure en fait la substance grise jusqu'à la périphérie. Cette substance blanche présente à décrire 3 cordons. Nous avons ici les cordons dorsaux, là, au niveau de la partie dorsale. Les cordons latéraux à ce niveau. Voilà, c'est un peu sorti à la périphérie. Donc, le cordon latéraux, le cordon latéral droit, le cordon latéral gauche. Et là, nous avons le cordon ventraux. Donc, toute cette partie-là, jusqu'au niveau de la fissure médiane ventrale. Donc, nous avons le cordon ventraux. Le cordon dorsaux, là, on va le mettre ici, se trouve en arrière entre les 2 cornes grises. Donc, vous avez la corne grise droite, la corne grise gauche, et c'est en arrière de ces 2 cornes que prend place le cordon dorsal droit et le cordon dorsal gauche. Les 2 cordons dorsaux, droit et gauche, sont séparés par un flume névroglique. Il s'agit de ce flume névroglique qui sépare les 2 cordons, le cordon dorsal droit et le cordon dorsal gauche. Chaque cordon dorsal est subdivisé en cordon gracile. Donc, vous voyez cette structure-là. Cette structure subdivise chaque cordon dorsal en cordon gracile et en cordon kinéiforme. Les cordons dorsaux ne communiquent pas. Les 2 cordons dorsaux, droit et gauche, ne communiquent pas car ils sont séparés par le film névroglique. Ces 2 cordons dorsaux ne communiquent pas non plus avec les cordons latéraux. Donc, vous voyez les cordons latéraux ici. Cela s'explique par le fait que les cornes grises dorsales vont jusqu'à la périphérie de la moelle. Donc, du coup, elles séparent les cordons dorsaux des cordons latéraux. Ensuite, les cordons ventrolatéral. Donc, ici. Donc, le cordon ventrolatéral, c'est toute cette partie-là. C'est la substance blanche qui se trouve entre la corne grise, vous voyez ici la corne grise, et la fissure médiane ventrale. Donc, c'est l'ensemble de la substance blanche qui se trouve entre la corne grise et la fissure médiane ventrale. La substance blanche à ce niveau forme ce qu'on appelle le cordon ventrolatéral. Et ce cordon ventrolatéral, on peut le subdiviser en cordon ventral et ce cordon ventral et en cordon latéral. Donc le cordon latéral correspond à la substance blanche
comprise entre la corne grise dorsale et les sillons latéraux ventral à ce niveau. Donc, les sillons ventrolatéral à ce niveau. Donc, le cordon latéral, c'est l'ensemble de substances blanches comprises entre la corne grise dorsale et le sillon ventrolatéral. Comme vous remarquez, il est latéral comme son nom l'indique. Le cordon ventral, ce niveau, est la substance blanche qui est comprise entre le sillon ventrolatéral et la fissure médiane ventrale. Il occupe la partie antérieure de la moelle spinale. Les deux cordons ventraux, le droit et le gauche, communiquent par l'intermédiaire de cette commissure nommée la commissure blanche antérieure. La troisième partie du point de vue morphologie interne de la moelle spinale est le canal épendymère. Le canal épendymère, il est central, il est quasi-virtuel à l'état normal, il est fin. Dans la pathologie qu'on appelle la syringomyélie, le canal épendymère se dilate et constitue une vraie cavité centrale. Et cette cavité centrale détruit la région centrale de la substance grise médullaire. La moelle spinale n'est pas isolée au niveau de la partie dorsale dans le canal vertébral. En effet, il va partager cette région avec d'autres organes que nous allons étudier dans le troisième chapitre de la leçon dénommé les rapports, en commençant par les rapports méningés. Les rapports méningés de la moelle spinale se font avec la dure mère, la pimère et l'arachnoïde. La dure mère, c'est la méninge la plus externe et la plus résistante. La pimère, c'est la méninge qui est la plus interne. Elle est collée à la moelle spinale. L'arachnoïde, c'est la méninge intermédiaire, c'est-à-dire elle se trouve entre la dure mère et la pimère. Nous retenons que la pimère et l'arachnoïde constituent des méninges molles. Ici, nous avons une coupe frontale du système nerveux central. Sur cette coupe frontale du système nerveux central, on voit la dure mère. Donc, la dure mère qui est là. Donc, nous voyons la dure mère. Cette dure mère est épaisse. Son épaisseur fait environ 1 cm. Cette dure mère est blanchâtre et résistante, comme nous l'avons dit tantôt. Elle est périphérique, elle se trouve à la périphérie. Elle réalise une sorte de sac contenant la moelle. Donc ici, vous avez le canal là. Et la dure mère réalise un sac tout autour de la moelle. Ici,
ce sont les éléments de l'encéphale. Et là, vous voyez la moelle spinale en coupe frontale. Donc, cette dure mère que vous voyez ici autour de la moelle forme un tube autour de la moelle spinale. Cette dure mère est allongée. Donc ici, nous avons une vue antérieure de la moelle montrant ces enveloppes. Donc vous voyez ici la dure mère. Donc la dure mère, là, formant un tube autour de la moelle spinale. Cette dure mère n'adhère pas à l'os que vous voyez ici. Donc il y a un espace là entre la dure mère et l'os. Donc l'espace qui sépare la dure mère de l'os, c'est l'espace extra ou épidural, donc l'espace au-dessus de la dure mère. La dure mère forme en bas de la moelle. Donc vous voyez ici la moelle s'arrête ici. Nous avons vu à un niveau, au niveau de L1, L2. Donc la dure mère que vous voyez à ce niveau forme le cul-de-sac spinal. Donc ce cul-de-sac spinal va répondre à la première et à la deuxième vertèbre sacrale. Donc après le premier rapport lointain de la moelle spinale qui est la dure mère, nous allons parler de la pie-mère. Donc la pie-mère qui est le rapport le plus proche, quoi. Donc c'est la pie-mère qui en fait constitue la méninge qui est fine et qui adhère fortement à la moelle. Donc vous voyez, donc je dessine la pie-mère. Donc la pie-mère est fortement adhérée à la moelle spinale. Contrairement à la dure mère, donc la pie-mère est fortement accolée à la moelle spinale. Donc vous voyez ces prolongements. Donc de chaque côté, la pie-mère forme un rétrécissement transversal que vous voyez là. Donc ce rétrécissement transversal s'appelle le ligament dentelé. Quand vous regardez bien ce ligament dentelé, vous avez au niveau de chaque métamère une ouverture et ces ouvertures au niveau de chaque métamère permettent en fait aux racines ventrales et dorsales de s'unir. Donc la troisième méninge, c'est l'arachnoïde. Toujours ici, nous avons une vue avec coupe du plan osseux. Donc l'arachnoïde, c'est à ce niveau. Donc l'arachnoïde qui est à ce niveau. Donc voici l'arachnoïde qui, elle aussi, entoure la moelle spinale. Donc l'arachnoïde forme un espace
pourvu de fines travées que vous voyez ici. Et ces fines travées sont tendues entre l'arachnoïde et la pumère. Donc vous voyez la pumère, on l'a vu, hein, c'est la pumère qui est fortement accolée à la moelle spinale. Donc le type que vous voyez au milieu, c'est la moelle spinale. Et la pumère est vraiment fortement accolée à la moelle spinale. Donc entre la pumère et l'arachnoïde, on a un espace qui est pourvu de fines travées. Donc l'espace qui se trouve entre la pumère et donc la pumère ici et l'arachnoïde, c'est l'espace subarachnoïdien. Dans cet espace-là circule le liquide cérébro-spinal. L'arachnoïde, ici, vous voyez l'arachnoïde, comme la dure-mère, descend jusqu'au niveau de S1, SD. Donc ça, c'est l'arachnoïde. Donc vous voyez la limite là où la moelle s'arrête. Et l'arachnoïde descend plus bas, comme la dure-mère, jusqu'au niveau de S1, S2. Donc l'arachnoïde, en descendant plus bas que la moelle, ici vous voyez la moelle, elle forme la citerne caudale. Donc ici, l'arachnoïde va former la citerne caudale. La citerne caudale qui est remplie de liquide céphalospinal. Et dans ce liquide céphalospinal baignent les racines de la queue de cheval. Vous vous rappelez? Donc, il y a les racines de la queue de cheval qui vont baigner dans la citerne caudale remplie de liquide cérébro-spinal. C'est à ce niveau qu'il faut pratiquer la ponction lombaire. C'est très important. Quand vous recevez un malade en urgence, s'il y a une indication de pratiquer la ponction lombaire, rappelez-vous de ce cours. La moelle s'arrête au niveau de L1, L2. Vous piquez plus bas, s'il vous plaît. Ne piquez pas au-dessus de L1, L2. Surtout, piquez en dessous. Dans la citerne caudale, vous allez avoir de liquide cérébrospinal ici en grande quantité que vous pouvez prélever sans risque d'abîmer la moelle spinale. Donc après les rapports ménagers, nous allons aborder dans le deuxième sous-chapitre des rapports, les rapports osseux. Ici, nous avons une vue antérolatérale qui nous montre les rapports de la moelle. Donc antérolatérale, la partie antérieure est ici et la partie dorsale, c'est à ce niveau. Sur cette vue antérolatérale, on voit que la moelle qui est là, dans ces enveloppes méningées, la dure-mère, l'arachnoïde et la pumère, va répondre en avant au corps des vertèbres que vous voyez ici, les corps vertébraux et les disques. Donc vous voyez entre chaque corps, entre deux corps vertébraux, il y a un disque. Donc un fibrocartilage qui se trouve ici, qui est le disque intervertébral. Donc les rapports ventraux de la moelle vont se faire avec le corps vertébral
et là, je vais prendre plus. Et là, le disque intervertébral, là. Donc, vous avez les disques ici qui séparent deux corps vertébraux. Donc, les rapports de la moelle spinale. Donc, la moelle spinale va répondre ventralement au corps vertébraux et aux disques intervertébraux. Donc, dorsalement, ici vers la partie postérieure, la moelle va répondre aux ligaments jaune et aux lames. Donc, vous voyez les lames et aux lames vertébrales. Donc, latéralement, ligament jaune et les lames, et vous voyez à ce niveau. Donc, vont constituer les rapports de la moelle. Donc, les lames vertébrales et les ligaments jaunes. Donc, latéralement, en plus des lames, nous allons avoir les pédicules. Les pédicules aussi vont constituer un rapport de la moelle et les foramen, qu'on appelle les foramen intervertébraux. Donc, les foramen intervertébraux, de même que les racines. Donc de même que les racines aussi vont constituer les rapports latéraux de la moelle spinale, ainsi que les plexus veineux. Voilà. Donc, concernant le rapport osseux, vous retenez qu'en avant, la moelle va répondre à la face postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Dorsalement, elle répond aux ligaments jaunes et aux lames vertébrales. Latéralement, elle va répondre aux pédicules, aux foramen intervertébraux, aux racines ici, ainsi qu'au plexus veineux. Donc cela nous amène au chapitre de la vascularisation. Nous allons commencer par les artères. La vascularisation artérielle de la moelle spinale est assurée par deux axes vasculaires verticaux et des cercles horizontaux. Ici, nous avons une vue postérieure de la moelle qui nous montre les axes vasculaires vertébraux, les axes vasculaires verticaux. Donc ici, cet axe vasculaire vertébral est constitué de trois axes. Nous avons l'artère spinale, ici antérieure, c'est la partie antérieure là. Donc nous voyons ici la moelle par derrière et les deux artères spinales postérieures. Donc ce sont ces trois axes là qui constituent l'axe vasculaire vertical, l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures. L'artère spinale antérieure que vous voyez ici naît d'une anastomose entre les branches spinales antérieures d'une artère qu'on appelle l'artère vertébrale qui va naître de l'artère subclavière. Ensuite, l'artère spinale antérieure chemine au niveau de la dépression qui se trouve au niveau de la face antérieure de la moelle que nous avons nommée la fissure ventrale. Les deux artères spinales dorsales, que vous voyez ici, au postérieur, vont naître également des artères vertébrales. Donc, des artères vertébrales qui sont des artères qui vont naître des artères subclavières. Elles vont cheminer le long des cordons.
dorsaux. Vous voyez le cordon dorsal droit, le cordon dorsal gauche, les deux artères spinales postérieures cheminent le long des cordons dorsaux de la moelle en dedans des racines postérieures. L'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures sont unies au niveau du cône médillaire. Et cette union s'appelle le trident artériel du cône. Donc, après les trois axes vasculaires verticaux, nous avons le cercle artériel. Ici, nous voyons une coupe vue de la moelle spinale avec la partie ventrale qui se trouve à ce niveau, la partie dorsale à ce niveau, et là, la partie gauche est ici. Donc, du coup, nous avons la partie droite à ce niveau. Le cercle que vous voyez ici, appelé le cercle horizontal ou le cercle périmédulaire, est formé par l'union des branches radiculaires antérieures et postérieures de l'artère radiculo-médullaire que vous voyez à ce niveau. Avec, bien sûr, les artères qui forment les axes vasculaires verticaux qui sont l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures. Donc le cercle horizontal ou périmédulaire est formé par l'union des branches radiculaires antérieures et postérieures de l'artère radiculo-médullaire avec les artères spinales dorsales et l'artère spinale antérieure. Donc, en effet, l'artère radiculo-médullaire à chaque niveau métamérique, donc à chaque portion de la moelle, suit le trajet, suit un nerf à contre-courant. Vous voyez, l'artère radiculo-médullaire, à chaque niveau métamérique, va suivre le nerf à contre-courant et se divise pour donner une branche radiculaire antérieure et une branche radiculaire postérieure. Ces deux branches, radiculaire antérieure et radiculaire postérieure, s'unissent aux trois axes verticaux et ainsi se forme un cercle autour de la moelle spinale appelé le cercle horizontal périmédulaire. L'artère spinale antérieure, les deux artères spinales postérieures et l'artère radiculo-médullaire reçoivent un apport artériel supplémentaire. En effet, ici nous avons une vue latérale. Certaines artères radiculo-médullaires sont inefficaces. Ainsi, quand on regarde l'étage cervical de la moelle, en plus des artères spinales antérieures et postérieures naissant de l'artère vertébrale que vous voyez ici, la vascularisation de cette portion de la moelle cervicale, notamment l'intimescence cervicale, rappelez-vous, est renforcée par trois artères médulaires. Voici la première artère médulaire, la deuxième à ce niveau
et la troisième à ce niveau. Ces trois artères médulaires naissent des artères vertébrales. L'artère vertébrale qui est une branche de l'artère subclavière. Donc ces trois artères médulaires, la première, la deuxième et la troisième, renforcent le cercle horizontal périmédulaire que nous avons vu auparavant. Au niveau de la moelle thoracique, donc cette zone rétrécie comprise entre les deux intumescences, c'est cette zone qui est la moelle thoracique. Il existe une ou deux artères radiculo-médulaires. Donc, vous retenez bien cela, la moelle thoracique, vous avez une ou deux artères radiculo-médulaires qui naissent des artères intercostales. Et généralement, cette naissance se fait entre la 5e et la 6e vertèbre thoracique. Par conséquent, cette portion rétrécie de la moelle, c'est-à-dire la moelle thoracique, est insuffisamment vascularisée. Au niveau de la moelle lombale, donc l'intumescence, la moelle lombale, cette portion de la moelle est vascularisée par une artère unique appelée l'artère de l'intumescence lombale ou l'artère d'Adamkiewicz. Donc cette artère naît soit des dernières artères intercostales, soit des artères lombales, ou même des artères iliaques. Donc vous voyez la naissance de l'artère de l'intumescence lombale, de l'artère iliaque. Donc pour finir, nous allons étudier les territoires artériels de la moelle. On distingue au niveau de la moelle spinale deux territoires artériels distincts qui ne s'anastomosent pas. Donc en effet, vous avez les branches naissant de l'artère spinale antérieure que vous voyez là, ou l'artère sulco-commissurale. Donc ces branches assurent la vascularisation des cordons antérieurs, ici, et la majeure partie de la substance grise. Donc vous voyez, donc les artères qui naissent de l'artère spinale antérieure, notamment l'artère sulco-commissurale, va donner des branches qui vont assurer la vascularisation des cordons antérieurs et 2, la majeure partie de la substance grise. Les branches qui naissent du cercle périmédulaire, cercle horizontal périmédulaire, vous voyez ces branches-là, ici, ici, ici. Donc ces branches vascularisent surtout la substance blanche. Vous voyez là la substance blanche à ce niveau, par la substance grise. Donc ces artères vont apporter le sang riche en oxygène et en nutriments afin que la moelle puisse pleinement assurer ses fonctions. Ensuite, le retour se fait par des structures qu'on appelle
Ces veines, nous allons les étudier dans le deuxième sous-chapitre de la vascularisation. Donc la vascularisation veineuse est superposable à celle que nous venons d'étudier, qui est la vascularisation artérielle. Les veines médulaires se drainent dans les veines radiculomédullaires, qui se drainent dans les veines extra-rachidiennes, vertébrales, intercostales et lombales. Celles-ci se drainent dans les veines azygos. Ici, nous avons une coupe V qui nous montre ce drainage. Donc, vous avez des veines des sillons. Donc, les veines des différents sillons vont se drainer dans les veines radiculaires. Donc, vont se drainer dans les veines radiculaires. Et les veines radiculaires vont se drainer dans les réseaux périmédulaires. Donc, voici le principe du drainage médulaire. L'anatomie de la moelle conique. Abordons à présent les explorations et les applications. Nous allons commencer par l'exploration. La moelle spinale peut être explorée par l'examen clinique et par les examens paracliniques. L'examen clinique de la moelle repose sur une bonne anamnèse, c'est-à-dire qu'il faut bien interroger le malade, et un examen neurologique minutieux et complet. Donc vous verrez cet examen neurologique minimum en 3e, 4e année. L'interrogatoire recherchera les signes fonctionnels d'atteinte médulaire, comme les déficits moteurs et les troubles sensitifs. Les examens paracliniques de la moelle spinale sont entre autres l'imagerie par résonance magnétique, la myélographie, la radiculographie, la tomodensitométrie qu'on appelle également le scanner et l'angiographie médulaire. Donc voici une image de l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'imagerie par résonance magnétique, de par ses coupes, notamment sagittales que vous voyez ici, permet une exploration globale de la moelle spinale logée dans le canal vertébral et de la jonction cervico-occipitale, ce niveau. Donc l'étude des racines, dont la queue de cheval, des espaces subarachnoïdiens, des disques intervertébraux et des facteurs de compression, notamment sur des clichés dynamiques en flexion ou extension du cou, est possible grâce à l'imagerie par résonance magnétique. En ce qui concerne l'étude des vaisseaux, cette étude se fait par l'angio-IRM. La myélographie et la radiographie conservent des indications, notamment en cas de contre-indication à l'imagerie par résonance magnétique. La tomodensitométrie ou le scanner permet de visualiser les hernies discales et d'effectuer une étude de la colonne vertébrale pouvant mettre en évidence une malformation basse type spina bifida. L'angiographie médulaire a un intérêt diagnostique et thérapeutique en préopératoire. Elle permet la visualisation de l'artère de l'intumescence lombale et l'embolisation des tumeurs vasculaires. Donc, ces différents moyens d'exploration clinique et paraclinique permettent de poser la plupart des pathologies affectant la moelle spinale. Nous allons aborder certaines de ces pathologies dans le deuxième sous-chapitre dénommé les applications. Nous allons parler tout d'abord du syndrome cordonal postérieur. Ici, vous avez une coupe transversale de la moelle et là, la partie postérieure est ici et nous reconnaissons le cordon postérieur.
donc les deux cordons postérieurs. Donc on parle de syndrome du cordon postérieur lorsqu'il y a une lésion de la substance blanche de la moelle intéressant le cordon postérieur, comme ici, comme vous pouvez voir ici. Donc l'examen en cas de lésion du cordon postérieur, l'examen retrouve une atteinte élective de la sensibilité proprioceptive et discriminative dans le territoire homolatéral sous-jacent avec respect des sensibilités thermiques et douloureuses. L'examen va retrouver des troubles du sens de position et parfois cette atteinte est responsable d'une ataxie majorée par l'occlusion des yeux. L'examen clinique peut retrouver des troubles de la discrimination tactile entre deux points et une incapacité d'identifier la direction d'une stimulation tactile mobile appliquée à la surface de la peau. En plus, l'examen retrouve des douleurs de la graphesthésie, c'est-à-dire des troubles de la graphesthésie et souvent une atérognose. Il y a certains signes subjectifs qu'on peut retrouver à l'examen en cas de syndrome cordonal postérieur. Ces signes subjectifs sont la paresthésie, des douleurs fulgurantes et surtout un signe très important qui est le signe de l'hermite. C'est-à-dire que le signe de l'hermite est la sensation de décharge électrique le long du rachis et des membres provoquée par la flexion du cou. Il s'agit d'un signe pathognomique d'une atteinte cordonale postérieure. Les causes du syndrome du cordon postérieur sont entre autres la compression médullaire postérieure, le TABES, c'est-à-dire la syphilis tertiaire, ou le syndrome radiculo-cordonal postérieur. Donc après, nous avons le syndrome du cordon antérolatéral. Donc le syndrome du cordon antérolatéral. Donc ce syndrome correspond à une lésion de la substance blanche de la moelle intéressant le cordon antérolatéral dans lequel chemine le tractus spinothalamique que nous verrons dans la systématisation de la moelle, le tractus spinothalamique. Donc le syndrome cordonal antérolatéral va se traduire cliniquement par une atteinte élective des sensibilités thermiques et douloureuses dans le territoire contralatéral sous-jacent de la lésion. Cela s'explique par le fait qu'il y a les fibres de la sensibilité thermique et des fibres de la douleur qui vont passer par le cordon antérolatéral. Donc en cas d'atteinte de ce cordon, il va y avoir une atteinte élective de ces sensibilités thermiques et douloureuses. Cette atteinte élective va s'accompagner parfois de douleurs spontanées à type de brûlure, une allodynie, c'est-à-dire une douleur déclenchée par une stimulation normalement non douloureuse, ce qu'on appelle une allodynie, et ou une hyperalgésie. Donc hyperalgésie, c'est quoi? C'est l'exagération pathologique de la sensation douloureuse lors d'une stimulation de faible intensité. Ce syndrome cordonal antérolatéral peut s'accompagner d'un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion lorsque l'atteinte touche
ou intéresse le cordon postérolatéral, donc le cordon postérolatéral dans lequel chemine la voie pyramidale. Donc les causes les plus fréquentes du syndrome cordonal antérolatéral sont la sclérose en plaques, la compression médulaire antérolatérale et le ramollissement spinal antérieur. Donc après, nous avons le syndrome d'atteinte de la corne antérieure. Donc ce syndrome est également appelé syndrome segmentaire ventral. Il est lié à l'atteinte des motoneurones de la corne antérieure de la moelle. Du coup, l'examen va retrouver un syndrome neurogène périphérique moteur pur, sans signe sensitif, avec déficit moteur, hypotonie, abolition des réflexes ostéotendineux et amyotrophie. À ceci peuvent s'ajouter des crampes et des fasciculations. Les causes du syndrome d'atteinte de la corne antérieure sont la sclérose latérale amyotrophique avec des signes pyramidaux et signes bulbaires associés et la poliomyélite dont l'installation est aiguë. En résumé, la moelle spinale est une masse de tissu nerveux pratiquement cylindrique. De face, la moelle spinale est rectiligne et présente à décrire deux intumescences, l'intumescence cervicale et l'intumescence lombale. De profil, la moelle spinale présente à décrire trois courbures, la courbure cervicale, la courbure thoracique et la courbure lombale. La morphologie interne de la moelle spinale décrit trois parties, la substance grise, la substance blanche et le canal épendymère central. Ces trois structures anatomiques sont visibles sur une coupe transversale de la moelle spinale. Les deux rapports ostéofibrés ventraux de la moelle spinale sont le corps vertébral et les disques ou les disques intervertébraux. Pour conclure, l'anatomie de la moelle spinale est un prérequis pour la compréhension de la sémiologie et des pathologies de la moelle spinale. Elle constitue également un préalable indispensable pour l'interprétation des examens morphologiques de la moelle spinale et la prise en charge chirurgicale des pathologies médulaires. Avant de vous remercier, je finis par cette citation de Jim Rohn. Nous devons tous souffrir d'une des deux douleurs, la douleur de la discipline et la douleur du regret et de la déception. Si vous devrez choisir entre ces deux douleurs, choisissez la douleur de la discipline qui pèse moins que celle du regret. Merci de votre attention et on se dit à bientôt.